Je précise qu'il ne s'agit pas d'une communication commerciale avec placement de produits. Je n'ai aucun conflit d'intérêt et tous les produits que j'ai utilisés, je les ai achetés. Ce n'est pas non plus une vidéo comparative des différentes applications existantes, c'est un retour d'expérience qui s'est fait en bonne intelligence avec la société qui développe Laptrophy. Donc l'application Laptrophy, c'est un chronomètre de piste à installer sur un iPhone ou un téléphone Android. Et ce qui a attiré mon attention sur cette application, c'est l'affichage des temps par secteur et des différentiels autour. Pour les pilotes qui font régulièrement du kart, connaître ces temps autour, c'est une information très importante. Alors dans les jeux vidéo, on a toutes les infos sur l'ATH, mais dans la réalité, on n'a pas toujours ces infos en temps réel. Donc il y a bien des pistes où il y a des panneaux d'affichage, mais parfois c'est pas facile de les lire en pleine action. Il y a parfois des pistes où les infos sont présentes sur le volant, mais dans l'ensemble, on roule et on découvre ces temps après. Du coup, que ce soit en phase d'apprentissage ou lorsqu'on vise à atteindre des records, il est intéressant de voir si cette application peut vraiment faire le taf. Donc la référence dans le domaine, c'est les Alphano. Ils donnent beaucoup d'informations sur la télémétrie, mais c'est plutôt sur des cartes de pilotes licenciés pour de la compétition. Donc c'est super complet, mais aussi super cher pour du loisir. Donc il y a l'Alphano 6 qui peut être à la fois fixé sur des volants de cartes plutôt compétition, mais également sur des volants loisirs, comme on peut le voir avec cette vidéo de Marc Fleury. Il y a plus accessible, il y a la DS GPS qui est lui aussi fixable sur un volant loisir à l'aide de supports et d'adaptateurs, mais là encore ça reste assez cher, autour de 300-350 €. Donc sur la chaîne YouTube d'un pilote italien, il utilisait un récepteur de type Micron, qui est le concurrent d'Alphano, et aussi une application sur téléphone sur un iPhone 5 accroché sur son volant. Donc je l'ai contacté pour connaître sa technique de fixation et il m'a montré son montage assez ingénieux avec une coque d'iPhone 5 percée d'une vis et avec une clé de serrage. Alors, simplement, ce système a un gros inconvénient: sur les cartes Sodi, on ne trouve pas forcément des trous sur les branches du volant. Donc pour les volants type compétition, oui, mais pas dans ceux qu'on peut trouver régulièrement, en tout cas sur les cartes françaises. Donc je me suis demandé comment on pouvait contourner ce problème, et puis par hasard je suis tombé sur un site qui avait été mis en avant sur Facebook, sur des dispositifs de fixation sécurisés. Donc en creusant un peu plus, je suis tombé sur une pince clip, et dans le descriptif on voyait une photo d'un téléphone en mode paysage, et je me suis demandé dans quelle mesure on pouvait fixer ce clip sur un volant. Donc ces clips ils sont compatibles avec des coques spéciales quadlock pour garantir une bonne fixation du téléphone. Alors le clip n'est pas assez grand et pas assez résistant, pas assez dur pour se clipser sur des branches de volant de façon assez sécurisée. Donc il a fallu trouver d'autres moyens pour le fixer, et j'ai trouvé des petites attaches scratch qu'on trouve par exemple sur Amazon. Donc là on voit que je suis en train d'essayer de positionner le clip sur le volant. Donc j'ai pris 2 scratchs, ce qui me paraît être la meilleure solution pour être certain que ça ne bouge pas, que ce soit bien fixé, que ça ne parte pas à droite, à gauche, ou que ça ne remonte pas, ou que ça ne descende pas sur la branche. Donc c'est un petit peu long, il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps de bien le faire si on veut que le téléphone, que l'iPod ne parte pas dans toutes les directions au moment du pilotage. J'ai aussi essayé des Serflex en plastique, mais certains se sont révélés assez fragiles, donc j'ai préféré l'option Scratch. J'avais pas trop envie de perdre mon téléphone en plein milieu d'une session. Donc on arrive à l'application elle-même, on peut paramétrer les unités de distance et de vitesse, ainsi que les différentes permissions et les effets sonores. Donc c'est une application gratuite à la base, mais payante 3 € par mois et 29,99 € par an si l'on veut bénéficier de toutes les fonctionnalités. Donc si l'on a autorisé le positionnement GPS, l'appli proposera les principales pistes avoisinantes. Lorsqu'elles ont une étoile, ce sont des pistes, alors je vais dire officielles entre guillemets, sur lesquelles des pilotes pourront partager leur temps autour de façon un peu communautaire. Lorsqu'on lance une session, on peut sélectionner pour son type de véhicule et en ajouter autant qu'on souhaite. Ce qui est très important de voir, c'est le signal GPS. Il faut impérativement un téléphone équipé d'un GPS ou d'un appareil relié à un GPS externe, et de laisser le temps au signal GPS de s'installer correctement. Il y a aussi la possibilité de créer vos propres tracés.
tous les tracés ne sont pas présents sur l'application, même s'il y en a déjà beaucoup, certains ne sont pas présents. Le GPS me positionne directement là où je me situe, mais le petit point faible, c'est que je l'ai signalé au concepteur, il n'est pas possible de rechercher par adresse. Donc à moins de se trouver en direct sur la piste, il faut chercher depuis une vue satellite. Puis la carte peut ne pas être à jour. Peut-être des tracés récents, ou en tout cas si des pistes comme par exemple le Racing Kart Jade à Saint-Michel-Chef-Chef, elle a fait une extension, l'extension n'est pas encore présente. Donc on peut nommer sa piste et la localiser. Donc là je galère un petit peu, mais je l'ai trouvé. On a la possibilité de déposer 3 repères, la ligne de départ avec le sens de circulation et ainsi que les repères des secteurs 1 et 2. Donc ça fait 3 secteurs en tout. Donc là, il n'y a pas de règle pour les positionner, mais idéalement, je les ai positionnés sur des zones qui me semblaient peu critiques, où on pouvait regarder son écran sans risque de partir en faute. Donc éviter les zones de freinage ou d'enchaînement de virages. Petit point de vigilance, avec l'iPhone, j'ai eu des anomalies de GPS. Le GPS avait tendance un peu à m'égarer et du coup j'ai raté les bornes des secteurs comme on le verra dans la suite de la vidéo. Tous ces positionnements se fait en touchant et en passant l'écran d'un iPhone ou d'un téléphone Android. On peut également supprimer les secteurs, tout remodifier et recommencer tout depuis le début si on s'est trompé. Voilà, donc retour en piste, je fixe le téléphone avec donc le quad lock, je préfère le mettre en paysage. Il y a eu des modifications sur l'affichage paysage, alors moi ou par d'autres, il y a eu des remarques qui ont été faites pour améliorer un petit peu l'affichage, car avant il y avait le tableau des temps. Par contre il fallait des super bons yeux pour arriver à lire les pattes de mouche des chronos lorsqu'on roule entre 60, 50, 70 voire 100 km/h. Donc une fois que c'est ok, on appuie sur Go et on lance la session en attendant de franchir la ligne de départ. Donc au passage, il y a une option audio qui donne les infos si on a pris le temps de relier des écouteurs Bluetooth et qu'on les a mis évidemment préalablement dans ses oreilles avant de mettre son casque. Donc ça peut éventuellement être utilisé ce système si l'on n'a pas investi dans un moyen de fixation tel que celui-ci. Donc un petit exemple de ce qu'on peut entendre dans les écouteurs. Secteur 2. 1 minute 33 secondes 32. Donc on voit également qu'avec mon iPhone 11, le signal GPS est au vert au moment du départ. Donc il y a un petit bug signalé à l'Aptrophy, ce sera changé après, c'est que le chrono ne revient pas à 0 au moment du passage de ligne de départ. En tout cas, je sais pas si peut-être le logiciel n'avait pas été développé avec cette idée, mais en argumentant, effectivement, on sait que quand on suit un sprint ou une endurance, on n'a pas forcément envie d'attendre d'avoir plus 10 minutes sur son chrono lorsqu'on s'élance, parce que des fois ça peut jouer sur la stratégie. Là, on voit ce que je vous décrivais tout à l'heure, j'ai raté la borne car le signal GPS s'est projeté sur une route avoisinante. Mais j'arrive quand même à avoir un temps autour puisque la borne finale, elle, n'est pas ratée. Donc là j'ai un tour normal et on voit l'affichage des secteurs et des différentiels de temps par rapport au meilleur tour. J'ai fait remonter une remarque, on ne voit pas le meilleur tour et le dernier tour qu'on vient d'afficher dans cet affichage là. Donc le temps réalisé reste une dizaine de secondes affiché lorsqu'on a fait un tour et puis après on perd de vue. Donc c'est un petit peu dommage, je ne sais pas si ce sera corrigé. Encore un exemple de ce qu'on entend à la fin d'un tour. Nouveau meilleur tour. Secteur 3. Moins 17 millisecondes. Tour 5. Moins 66 millisecondes. Autre problème signalé, c'est le passage en mode portrait, lorsqu'on a des coups de volant un petit peu appuyés ou lorsqu'on prend un vibreur. Donc au passage on voit à quoi ressemble l'écran dans ce positionnement, le tableau des temps et la carte, ce qui n'est pas forcément super utile en pleine course. Donc normalement ce comportement devrait être bloqué par un développement afin de verrouiller l'écran en mode paysage. À savoir que sur l'iPhone on sait on peut bloquer mais uniquement en mode portrait.
Donc avec cette application, on peut exporter les coordonnées GPS en CSV ou en GPX de toute la session. Soit on peut exporter les chronos de toutes les sessions. Et j'ai fait remonter à la Profi que ce serait bien d'avoir la possibilité de n'exporter les chronos que d'une seule session et pas de toutes les sessions d'une même piste. Donc on voit le tableau des temps avec le secteur perdu, et ce qui est top, c'est que on voit aussi le chrono optimal qui est affiché, et ça c'est vraiment bien pour avoir un objectif à atteindre. Donc bien sûr ça dépend aussi du kart et des conditions dans lesquelles vous roulez à chaque fois, mais c'est encourageant d'avoir cette valeur. Donc là je vous montre le tracé. On voit que je suis téléporté sur la deux voies à côté. Donc par moment quand même le tracé manque de précision dans l'ensemble. Donc j'ai discuté un peu avec la Profi et ils m'ont conseillé de tester un GPS externe type Bluetooth. Donc moi j'ai pris le Garmin GLO2 avec la garantie qu'il était compatible. Donc c'est assez simple à utiliser, c'est une connexion Bluetooth assez facile, et je l'ai testé en conditions réelles sur la piste d'Atlantic Kart System au Sable d'Olonne. Donc au final, la question que l'on se pose maintenant, c'est l'exactitude des données et des chronos mesurés par l'application par rapport au temps réellement fait. Donc on se rend compte quand même qu'avec l'iPhone 11 c'est pas mal, mais j'ai un collègue pilote qui l'a essayé sur un téléphone plus ancien et il a quand même beaucoup de problématiques avec le GPS. Donc sur les qualifs, donc, en regardant que les chronos de mon iPhone 11, donc le GPS de mon iPhone 11, le plus gros écart par rapport au temps de la piste, c'est 3 dixièmes. C'est le même meilleur tour qui est signalé entre l'application et le chrono de la piste, avec un écart de 4 centièmes. On voit au tour 6 qu'il n'y a aucun écart au centième près. Donc sur l'ensemble de la séance, en valeur absolue, il y a en moyenne 1 dixième et demi. Lors de la course, il y a eu pas mal de tours perdus, mais les écarts ne sont pas pires. On a à peu près 3 centièmes d'écart sur le meilleur tour, et au total au bignon on a des écarts en valeur absolue à 138 millièmes. Donc cette fois-ci là c'est les temps que j'ai réalisés en utilisant le GPS Garmin. Alors j'ai pas eu d'erreur de secteur, j'ai pas perdu de borne. Le plus gros écart c'est entre 1 et 2 dixièmes, donc c'est quand même déjà 3 fois moins qu'avec l'iPhone, et en moyenne sur l'ensemble des tours effectués c'est 78 millièmes d'écart, donc c'est quand même a priori sur ces courses là à peu près 2 fois mieux qu'avec l'iPhone. Du coup dans l'ensemble avec les données fournies par l'application, on n'est pas sur une précision équivalente au temps de la piste, mais franchement c'est vraiment très poche, c'est assez convaincant avec l'iPhone, on peut se servir uniquement d'un téléphone récent pour avoir ces temps. Faut pas être acharné et vouloir absolument qu'un millième d'écart, mais franchement c'est pas mal. Et donc moi j'ai quand même des doutes sur le fait d'utiliser en permanence un téléphone récent. On sait que les téléphones coûtent quasiment 500, 600, 700 € maintenant. Donc l'option vieille iPod avec encore un peu de batterie et un GPS, je trouve que ça craint quand même beaucoup moins, et surtout du coup le bénéfice il est double. Un iPod c'est peut-être moins cher si on va en acheter un, c'est moins lourd à tenir et c'est moins encombrant sur un volant, ça prend un petit peu moins de place. Et puis un GPS c'est une centaine d'euros, donc si on vraiment veut investir et pas se ruiner, c'est une option intéressante.
Moi j'espère que ce test vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'essayer l'application. Donc, ce qui était très intéressant quand même, c'était le travail collaboratif avec les développeurs de l'application. Quand j'ai écrit mon premier message, je pensais que j'envoyais une bouteille à la mer et que j'aurais jamais de réponse. Puis finalement les remarques ont été prises en compte. Alors, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, d'autres choses qui étaient possibles, mais ils ont été assez réactifs et ils ont pas mal de projets, pas mal d'idées, pas mal envie de faire évoluer leur logiciel. Donc je pense que à l'avenir, c'est un logiciel qui va devenir vraiment, vraiment très bon.